Grand jury. Grand jury. Le regard des acteurs sur l'actualité sociopolitique, économique, sportive et culturelle. Grand jury vous permet de vivre les commentaires, analyses et points de vue des journalistes en studio. Avec Rodrigue Aego et ses invités. Soyez au rendez-vous de l'actualité tous les jours de lundi à vendredi de 10h à 11h sur Radio KNOTB. De 18h à 19h sur Télévision Espoir 47. Grand jury. Grand jury, c'est la une des journaux, le regard des journalistes et le grand débat. Grand jury, c'est un débat contradictoire sans passion. Bonjour, un nouveau jour, un nouveau rendez-vous. Vous êtes bien au plateau de votre émission Grand Jury pour une fois encore ensemble avec nos invités apporter notre touche, notre pierre à la construction de notre cher pays, le Togo, à travers nos analyses, commentaires et points de vue autour des sujets d'actualité. Dans ce numéro de votre émission, nous allons revenir sur le drame de Tablibo et analyser les conditions dans lesquelles les ouvriers travaillent dans les usines et industries entreprises, industries et usines du Togo. Nous allons également réfléchir à quel genre de mécanisme à mettre en place pour assurer l'amélioration de ces conditions de vie et de travail de ces ouvriers. Nous allons revenir sur le programme du Premier ministre Selom Komi Klassou et planter le décor par rapport aux réformes politiques. Dans quelles conditions ces réformes peuvent-elles être opérées? Quels sont les signes précurseurs de la certitude de l'opérationnalisation de ces réformes? Nous allons en parler et nous allons faire un retour vers l'équipe gouvernementale pour analyser les appréciations que la classe politique fait de cette composition et puis les déclarations de certains candidats malheureux aux dernières élections présidentielles. Voilà donc les sujets autour desquels nous allons échanger ce matin. Ce sera avec deux invités, mais pour le moment, nous avons avec nous un invité. L'autre va arriver incessamment. Avant de vous présenter cet invité, permettez quand même que nous vous adressons toutes nos salutations. Nous saluons le préfet de Zior, le maire de la ville de Tchélié. Nous saluons toute la population de Tchélié, tous ceux qui nous suivent au bout des ondes des médias partenaires, Radio KMTB à Lomé, Radio VGK Palimé, Radio Lumière à Aného, et puis les internautes pour tous les Togolais de la diaspora, le www.ebenradio.com, le www.togovision.com. Nous disons bonjour à monsieur Nicolas Lawson, quelque part au sud de la France. Également bien de choses à ceux qui sont en Belgique, à Londres, où que vous soyez, bienvenue pour les informations de votre cher pays, le Togo. Autour de ce plateau avec moi, puisqu'il n'y a pas de journaux arrivés pour l'heure, nous allons vous le présenter. Il s'appelle Joël Ega. Il est le directeur de publication du journal La Fraternité. Bonjour Joël et bienvenue. Bonjour mon frère, bonjour auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, et puis à voir votre accoutrement ce matin, vous êtes pratiquement dans l'art. Je suis dans l'art. Je suis un fils du terroir et donc je crois que dans la mondialisation aujourd'hui, il faut que chacun apporte, il faut que chacun saisisse l'occasion de valoriser ce qui fait la richesse de sa culture, de son terroir. Voilà, de son terroir. Et puis notre second invité, il est dans les coulisses en train d'arriver, il s'appelle Germain Pouli, il est le directeur de publication du journal Togo Réveil, il sera des nôtres incessamment, mais avant, nous faisons comme promis le retour sur le drame de Tablibo. C'est vrai Joël, mardi dernier, ça a été un peu tragique cette information suite à l'explosion de ce silo à l'usine Ouassem Fortia de Tablibo avec 5 compatriotes qui y ont laissé leur vie. Et nous avons suivi également que le gouvernement a eu à dépêcher une délégation sur place. Nous avons vu également les ouvriers mobilisés à travers une marche pacifique samedi dernier et des déclarations se succèdent autour de cet incident-là. Aujourd'hui, s'il faut établir les responsabilités selon vous, que diriez-vous? Est-ce qu'avant d'établir les responsabilités, il faudra dire que c'est le drame de trop? C'est le drame de trop à Ouassem. Ce nom-là résonne désormais tristement. Ça fait même terreur dans l'esprit des Togolais. Et c'est dommage que pour une entreprise, la Simtogo était là, je crois, ça fait 50-60 ans, on verra que la Simtogo est là. On n'a jamais connu autant de sinistres peut-être qu'on n'en parle pas. Dans cette entreprise. Non, mais attendez, si la Simtogo faisait autant de drames,
connaissait autant de drames que le Ouassem, on en aurait entendu parler. Donc c'est le drame de trop. Maintenant, comme tu l'as demandé, l'essentiel ici c'est de fixer, c'est de situer la responsabilité. La responsabilité, personne ne me démentirait, l'État togolais aussi a sa responsabilité dedans parce que c'est lui qui les a autorisés à venir. Non, je vais en venir, mais la responsabilité première, ce sont ces Indiens-là. Ces Indiens-là, je ne sais pas pourquoi les Norvégiens, les Danois sont à Sim-Togo depuis, on n'a jamais connu autant de déboires. Mais pourquoi eux, dans tout ce qu'ils font, on leur a confié, comment vous l'appelez, l'affaire de Bandjeli, l'État a été obligé d'annoncer la résiliation du contrat. Est-ce que le contrat était vraiment résilié? Il reste à savoir, moi je n'ai pas eu le temps de vérifier. Ils ont eu Togo Rail. Togo Rail, c'était aussi les mêmes dénonciations. Ils sont à Ouassem, mais ça veut dire qu'en fait, c'est des partenaires à problème. Et maintenant, c'est là qu'intervient maintenant la responsabilité de l'État. Quand vous savez que c'est des gens qui sont de fréquentation, qui sont de renommée douteux, pourquoi est-ce que on continue de les garder là? Et pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas des mesures pour, même en les gardant, pour qu'on les contraigne à respecter les normes sécuritaires qui s'imposent, le respect qu'il faut comment vous l'appelez, aux ouvriers, etc. Pourquoi est-ce que l'État ne prend pas des décisions concrètes et on laisse le temps que ça jase un peu et puis bon, on oublie et un mois après un autre drame survient, etc., au risque, au prix de la vie de nos concitoyens. Voilà, on a assez compris. Germain Pouillet déjà là, directeur de publication du journal Togo Réveil, notre second invité. Bonjour Germain. Bonjour Rodrigue et bonjour à tous les téléspectateurs et à tous les auditeurs de KNTV et des radios partenaires. Voilà, et puis nous attaquons, c'est le drame de Tamigo qui est sur le tapis. C'est vrai que c'est triste, on parle de cette situation depuis, nombreuses sont les associations et de défense des droits de l'homme qui ont longtemps crié les difficultés, les conditions très déplorables dans lesquelles les ouvriers travaillent sur ces chantiers. Comme Joël l'a dit, c'est vrai que nombreuses sont les personnes qui ont estimé que c'était le drame de trop. Oui, il faut déplorer ce drame, mais en même temps, il ne faut pas confondre ce drame avec les conditions habituelles dans lesquelles les travailleurs vivent et travaillent à Ouassem. Je crois que c'est deux affaires différentes, mais il vaut mieux aussi profiter de l'occasion pour dénoncer ce qui ne va pas à Ouassem. Mais je crois qu'il faut revenir au fait, et c'est là où je crois que l'enquête est importante. Il s'agit de soudeurs qui travaillaient quand même sur une structure assez inflammable. Voilà. Contenant du fioul. Voilà, donc je crois qu'il faut déterminer les responsabilités d'abord à ce niveau-là. Est-ce que c'est une erreur technique, une faute humaine? Je pense que oui, même si je ne suis pas enquêteur à première vue. Maintenant, est-ce que dans le contrat qu'il y ait ces ouvriers-là à Ouassem, est-ce que toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser ce travail-là? Est-ce que Ouassem a vérifié que ce service-là, qui devait lui être rendu, se déroule dans de bonnes conditions de sécurité? Bon, là, je crois que les enquêteurs feront leur travail. Mais toujours est-il que je pense que parmi ceux qui ont perdu la vie, il y a ceux-là, les prestataires de services qui sont venus faire ce travail-là. Et je pense qu'il faut laisser le temps à la commission d'enquête ou aux enquêteurs de finir leur boulot et de rendre compte, parce qu'il faut définir les responsabilités, il faut passer à la réparation parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts. C'est vrai qu'on ne pourra pas racheter des vies humaines, mais je crois qu'il faut ne serait-ce que réparer tel que c'est souvent défini par la loi, il faut passer à cela. Mais je comprends aussi qu'on profite de ce drame-là pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail au niveau des sociétés, de la société, de ceux qui ont pris Ouassem. Mais en même temps, il faut éviter de généraliser. J'ai écouté mon confrère dire tout à l'heure, avec les Indiens, c'est des partenaires à problème. Non, je préfère peut-être qu'on parle de cette société indienne-là qui gère Ouassem. Ou peut-être d'une autre, peut-être qui gère Togo Rail, où il y a eu un dernier drame la dernière fois sur
les chemins de fer aussi où quelqu'un a perdu la vie. Mais il ne faut pas généraliser parce que moi je connais des groupes indiens quand même qui officient au Togo ici dans d'autres secteurs où ça va mieux. Même si globalement dans la zone franche. Je ne dis pas qu'ils sont totalement mauvais, mais jamais nous avons donné un exemple où les Indiens sont modèles. Non, je ne parle pas de modèle. Je dis non, enfin, là où ils font amende honorable. Je connais des Indiens qui travaillent dans le domaine aérien. Tu les connais? Non, mais donnez des exemples. Moi, je vais les vérifier parce que, moi, tout ce qui m'est passé sous les yeux aujourd'hui, ce ne sont que des dénonciations. Quand tu prends Probag dans la zone franche, c'est des problèmes. Togo Rail, l'université, c'est des problèmes. MM Minin, dans le Bandiri, c'est des problèmes. Wassem, c'est des problèmes. Mais est-ce que tu connais les investisseurs indiens qui travaillent au Togo? Mais il y en a plein. Et qui sont... Non, moi je voudrais juste... Non, ce que je voudrais dire... Je voudrais juste mieux dire... Non, mais 4, c'est pas... Peut-être c'est toi qui cites les exceptions. Je ne dis pas que les Indiens traitent bien les employés. Mais je ne voudrais pas qu'on généralise. C'est comme demain, on va dire... Ah, mais les Togolais... C'est-à-dire, en quelque sorte, on ne passe pas... On ne généralise pas. Oui, on pointe du doigt là où ça fait... Maintenant, dans la zone franche en général, il y a des problèmes. Ce n'est pas seulement les sociétés indiennes qui sont implantées en zone franche. Les travailleurs togolais qui travaillent dans la plupart des sociétés de la zone franche se plaignent des conditions. Oui, non, je crois que au début, on a présenté la zone franche comme un secteur qui viendrait créer des emplois et des investisseurs étrangers viendraient payer les Togolais convenablement, mais on a vite compris malheureusement que quand les investisseurs sont venus, ils ont essayé d'arrimer un peu le salaire en fonction de ce qui se fait ici. Donc il y a très peu de sociétés qui ont fait mieux que ce qu'on imaginait, mais c'est un contrat de travail. Vous êtes allé demander un travail, l'employeur vous dit vous faites tel travail, je vous fais tel. C'est à vous de savoir si vous comptez faire le travail pour ce salaire ou si vous laissez tomber. Donc, je pense qu'on peut beaucoup plus se plaindre, mais en réalité, c'est des contrats de travail. C'est comme vous ici, Rodrigue, vous travaillez à KNTB, vous travaillez toute la journée. Vous êtes payé à je ne sais combien. Si vous estimez que vous êtes payé convenablement par rapport à ce que vous faites, vous restez. Si ce n'est pas le cas, vous partez, on peut le dire. Maintenant, pour chercher mieux, vous êtes bien obligé de partir. Vous n'allez pas finir votre vie ici à KNTB. Mais oui, mais si ça ne va pas, vous êtes bien obligé de partir. Maintenant, les conditions dans lesquelles on travaille. Mais je crois que ça, c'est des rapports entre employeurs et employés. Il s'agit pour les employeurs de s'organiser pour réclamer. Est-ce que l'État ne peut pas avoir un regard? Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est des contrats. C'est comme dans le confessionnel. Les enseignants du confessionnel. Mais vous signez avec des responsables d'église qui vous disent nous avons des écoles, nous payons tel. Ce n'est pas l'État qui vous a envoyé là-bas. C'est des contrats. C'est comme toi et moi, je dis. En fait, en réalité, c'est ça. L'État ne peut que voter des lois, par exemple, pour dire le SMIC. Par exemple. Tous ceux qui travaillent au Togo doivent être payés à ça. Mais on ne voit que le SMIC n'est respecté que dans la fonction publique. Même ici, partout, moi je ne respecte pas le SMIC. Ce n'est même pas respecté dans la fonction publique. Oui, non, je le dis. Sinon, la STC ne serait pas encore là. La STC demande... Non, le SMIC est respecté aujourd'hui. Il n'y a pas... Personne ne gagne moins de 35 000. Non, mais ça, ce n'est pas le respect du SMIC. C'est-à-dire que le respect du SMIC, c'est que une fois que le SMIC a augmenté, il faut qu'il y ait une augmentation à échelle. C'est-à-dire qu'il y ait une augmentation en cascade implicite ce que je voudrais dire, les salaires. Il n'y a que l'État qui respecte ça. Les privés, personne ne le respecte. Et aujourd'hui, quand on parle des travailleurs, les gens ne voient que les fonctionnaires. Ils ne sont que 57 000 environ. Mais nous avons des centaines de milliers de travailleurs. La preuve, nous parlons des ouvriers. Mais voilà. Donc, je crois que aujourd'hui, si l'État doit peut-être aider les travailleurs en général, c'est déjà, quand on voit la Caisse nationale de sécurité sociale qui, de temps en temps, s'active derrière des emplois, les gens ne déclarent même pas leurs employés. Mais c'est partout.
la sécurité sociale, ça n'existe pas ici. Mais il faut, en même temps, on veut que les entreprises se créent pour créer des emplois. Mais si aussi vous mettez trop de pression sur les entreprises, ben, on ne peut pas. Si quelqu'un ouvre une boutique nouvellement là, au bord de la rue, vous lui dites, ben, payez votre employé au moins 35 000, déclarez-le à la caisse, tout ça. Mais il dit non. Donc je parle des plus petites entreprises. C'est assez compliqué, mais il faut qu'on arrive à un moment où l'État sanctionne un peu plus, surtout les entreprises qui ont les moyens et qui ne respectent pas. Surtout, il faut qu'on commence par les sanctionner. Donc, pour revenir au débat, il ne s'agit pas des structures indiennes ou chinoises ou quoi que ce soit, mais c'est un problème général. Le drame de Ouassem, il faut le remettre d'abord dans son cadre, comment ça s'est déroulé. Il y a une erreur humaine, une erreur professionnelle assez grave, parce qu'on ne peut pas aller travailler sur ce genre de citernes qui contiennent du goudron sans prendre des dispositions. Il faut recadrer cela, mais maintenant, il faut aussi, comme je le dis, c'est de bonne guerre. Profiter, malheureusement, on ne devait pas dire profiter, mais saisir l'occasion de ce drame pour s'en prendre à l'employeur par rapport à d'autres problèmes qui existent. Bon, maintenant, tout ce que, quand je l'ai dit, je n'ai rien pour les Indiens, je ne connais pas beaucoup d'Indiens en tout cas, mais je pense qu'on a besoin des investisseurs au Togo. Tous les pays qui se développent. Mais pas ceux qui viennent nous tuer. Non, pas nous tuer, mais est-ce que c'est les Indiens qui ont tué les gens là-bas? C'est un accident de travail. Je crois avant que Joël ne prenne la parole, puisque mardi dernier, lors de la marche, je crois le préfet de la localité, le préfet de Yoto, a laissé entendre quand même qu'à travers cette manifestation, les populations de Tablibo s'étaient levées contre un seul homme pour dire ça suffit. Et lui-même, il a ajouté que ça devrait suffire, que ça suffit parce que même avant ce drame, il y avait déjà un mort qui passe 2 mois à la morgue sans qu'on ne décide, le préfet l'a dit, sans qu'on ne décide pour le moment de que faire pour l'enterrer. Oui, mais vous savez, c'est aussi ça ce que j'ai toujours prêché, la redevabilité, la transparence. Normalement, par exemple, le contrat qu'il l'État togolais à ces Indiens, mais tout le monde devait le connaître. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sanctionner ces Indiens? Pourquoi est-ce que... Peut-être que c'est l'occasion aussi pour nous de... Non, mais attendez. Nous sommes à l'heure des autoroutes de l'information. L'État a l'obligation, par exemple, de mettre ce contrat-là au vu aussi de tout le monde. Parce que la finalité du développement, c'est quoi? C'est l'humain. Mais on ne peut pas, ce développement-là ne peut pas nuire à l'humain plutôt que de lui profiter. Moi, je ne comprends pas la logique. Mais quand on parle aujourd'hui de, comment vous l'appelez, des conditions de travail, qu'est-ce que l'État a exigé? Et qu'est-ce que les Indiens ne respectent pas? Ou bien l'État n'a rien exigé? C'est ça, en fait, l'enjeu. Il ne faut pas aujourd'hui qu'on se dise, bon, ok, d'accord, le gars, là, on fait un emploi, si les conditions ne te plaisent pas, vas-y. Mais attendez, l'État même conscient que les Togolais, l'État sait très bien que la route de développement passe par l'emploi. Raison pour laquelle elle a mis en place une politique nationale de l'emploi. Maintenant, la politique nationale de l'emploi vise quoi? Créer des emplois, permettre à ceux qui ne font rien de trouver quelque chose à faire. Maintenant, il faut aller à une seconde étape. Il faut créer des conditions économiques qui permettent d'offrir des emplois décents. Et l'État est parti d'un accord avec le BIT en 2010 pour promouvoir les emplois décents. Mais jusque-là, de 2018 jusqu'ici, qu'est-ce qui a été fait? On sait que les chantiers sont nombreux. L'État est sur plusieurs chantiers, mais rien n'est plus important que le bien-être du citoyen togolais, qui est le début et la fin de la politique du développement. Maintenant, il faut qu'on crée des conditions économiques, c'est-à-dire que quand, par exemple, les gens n'arrivent pas à payer le SMIC, il faut que l'État incite les gens à créer des SMIC, pas des coercitions, mais qui créent un environnement à la fois social, économique, un environnement complet qui permet à cet opérateur-là qui paye d'abord non seulement le SMIC, mais assure les conditions sécuritaires à ses employés, les déclare à la caisse, les verse régulièrement la tranche sociale, la tranche patronale qui est demandée, etc. Sinon, que c'est vrai, nous autres, par exemple, qu'est-ce que l'État fait, par exemple, pour conduire la presse pour conduire les journalistes à créer vraiment des entreprises de presse? Rien n'est fait, plutôt. Il y a des dispositions prises aux États généraux, peut-être qu'on attend la... Oui, mais justement, ça dit que ça aussi, c'est une chose. On prend des dispositions, on prend des initiatives, mais on ne les applique jamais. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a une défiance de l'autorité de l'État, parce que les gens ne prennent plus au sérieux l'État. Quand vous prenez des engagements, l'éducation, puisque l'État a le rôle d'éduquer aussi les citoyens,
L'éducation que l'État a donnée, c'est de respecter lui-même les engagements qu'il prend. Même s'il n'arrive pas à les respecter 100%, mais que le citoyen sente qu'il y a quand même une volonté, mais vu le contexte dans lequel nous sommes, vu les moyens de disposition, l'État ne peut pas les respecter 100%. En fait, c'est une question de volonté. Il faut envoyer des signaux pour que les gens se sentent vraiment citoyens togolais et redevables à l'endroit de l'État, parce que l'État aussi leur montre qu'il est redevable à leur endroit. C'est aussi simple que ça. Sinon, quand on dit que quand tout à l'heure j'aimerais parler des confessionnels, mais attendez, c'est une obligation pour l'État de favoriser l'accès à l'éducation, de promouvoir l'accès à l'éducation, de promouvoir la création, comment vous l'appelez, quand je parle de l'accès à l'éducation, de promouvoir la création des établissements scolaires, de promouvoir le recrutement de plus d'enseignants possibles et d'enseignants compétents. Quand on parle d'enseignants compétents, ça veut dire qu'ils travaillent dans des conditions données pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, pour les confessionnels, l'Église catholique est dans sa mission sociale. Il est de l'obligation de l'État de l'accompagner. On sait que l'État en a fait. La subvention qui est accordée aux écoles confessionnelles a été augmentée de 2 fois. Bon, certes, c'est pas de façon conséquente, mais tout cela normalement devait s'inscrire dans le cadre des états généraux de l'éducation que l'État a annoncé depuis des années, mais qui ne se tient jamais. Tant qu'on ne s'asseye pas pour circonscrire le problème et ensemble réunir les acteurs pour qu'ensemble ils trouvent des solutions, mais on ne fera que le colmatage, l'improvisation, ça n'amène nulle part. Oui, jamais aujourd'hui, je crois que c'est vrai, comme vous l'avez dit, les Indiens n'ont jamais décidé à ce que cet accident-là arrive. Ça a été une erreur humaine, comme vous l'avez souligné. Aujourd'hui, la question est de savoir comment faire parce qu'il faut partir forcément de quelque part. Comment faire pour que ces gens d'accidents n'arrivent plus? Non, en fait, moi je crois que vous avez vu ce qui s'est passé au Ghana la dernière fois. Et par rapport à la pluie. Oui, mais c'est pas la pluie. L'incident a démarré d'un garage qui était à côté d'une station d'essence. On pourra tout de suite attaquer le président Dramani. Il faut dire, mais non, c'est vrai, à un moment il faut s'en prendre à l'État, mais après il faut être responsable. Un garage qui s'installe à côté d'une station d'essence, qui travaille au moins. Les conditions d'installation de cette structure-là, on doit les voir. Ça n'a pas été fait. C'est vrai que peut-être le garage est là depuis des dizaines d'années. Il n'y a jamais eu ce problème. Donc, tout le monde croit que c'est normal que des gens soient là et qu'ils utilisent des sources de chaleur et tout ça. Mais quand le drame est arrivé, on dit, il faut prendre des dispositions. Maintenant, quelles dispositions il faut prendre pour que ça n'arrive pas? Je crois que d'abord que quand vous faites un travail, il faut déjà le faire dans les conditions de sécurité. Et c'est vrai qu'en Afrique, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Et nous faisons beaucoup de choses dans l'à peu près. En se disant, bon, ça va aller, on essaie. On n'a pas les moyens, mais on veut faire des choses, de grandes choses, de bonnes choses. Parfois, on réussit. Et on ne réinvestit pas dans le matériel de travail. Quand ça marche une fois, oui. Et après, bon, je crois que ce qui s'est passé, moi j'ai été témoin une fois d'un soudeur qui travaillait sur une Mercedes à Kégué, sur un réservoir, mais la voiture a pris feu. Toute la voiture est partie. Il travaillait, il n'a pas pris des dispositions. C'est des erreurs professionnelles, c'est des erreurs humaines. Ce n'est pas la faute du chef de l'État là-bas, ou du maire ou du préfet. Donc je crois que, quelque part, il faut déjà que quand on exerce un certain travail, c'est comme les menuisiers qui travaillent avec les scies électriques et tout ça, mais vous voyez des gens se coupent des membres et tout ça, c'est des accidents de travail qui arrivent quand certaines mesures de sécurité ne sont pas prises. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est déjà d'être bon. Pour les croyants, d'abord, il faut prier Dieu. Je pense que c'est le plus important. Mais pour les autres, après, il faut être professionnel. Quand vous devez faire quelque chose, vous exigez les conditions pour pouvoir bien faire ce travail. Est-ce que vous pensez que si ces ouvriers avaient dit, puisque selon nos informations, on a dépêché quand même une équipe sur place, les gens se sont confiés à nos micros, les ouvriers avaient peur d'être renvoyés
ne respectaient pas les consignes données par l'employeur. Oui, mais attends, si je suis un ouvrier, je suis soudeur, je sais qu'en travaillant sur ce truc-là, il peut exploser. Mais combien on me paie, moi, pour que j'expose ma vie pour faire plaisir à un employeur? Si je sais que ça peut s'exploser en tant que professionnel, mais je ne le ferai pas. Mais je dirais au patron, ça, techniquement, ce n'est pas possible. Bon, maintenant, si c'est le cas, ce que vous dites, bon, les enquêtes révéleront que les gens ont voulu prendre des dispositions et l'employeur les en a empêchés. Mais je crois que quand vous êtes professionnel et vous êtes appelé à faire un travail, il faut pouvoir s'imposer face à celui qui est ignorant dans le domaine. Vous êtes journaliste, quelqu'un vous dit, bon, viens me faire un public reportage. Quelque chose ce qu'il... l'employeur là. Quelqu'un qui est ignorant ou qui est cynique. Oui, mais même s'il vous paie, vous le dites. Chez les Indiens, c'est du cynisme. Vous le dites techniquement, selon mon boulot de journaliste, c'est ça. Il peut vous dire, mais faites-le comme ça. Bon, vous avez un caméraman, il dit, mais prends-le. Il dit non. Le caméraman me dit non, nous, par rapport au cadrage, c'est ça, bénisse. Mais vous êtes même devant le président, vous le dites, mettez-vous là. Le président fait un discours, vous êtes là. Mais vous lui dites, mettez-vous là, vous arrangez ça. Ben, vous lui donnez des ordres. Mais vous êtes un professionnel. Si demain l'image n'est pas bonne, mais on ne va pas dire le président, non, c'est vous. On va dire qui a enregistré ça, qui a fait cela. Je crois que quand vous êtes un professionnel, il faut pouvoir s'imposer. C'est vrai qu'on a besoin de travail et on veut faire plaisir aux clients, mais surtout dans ce cas-ci, vous êtes sûr qu'en le faisant, il y a un risque d'explosion. Mais vous n'allez pas dire, bon, il m'a obligé à le faire, je l'ai fait. Bon, je ne veux pas accuser, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est pour ça que je dis que c'est important que l'enquête aboutisse pour qu'on situe les responsabilités. Mais je crois qu'il faut être assez professionnel. Vous avez ailleurs, par exemple, vous êtes venu par exemple à KNTV, peut-être qu'il n'y a pas d'inspecteur ici. Il n'y en a pas, ça. Ben voilà, mais vous allez dans certains pays, moi j'ai eu la chance de rencontrer un Togolais qui fabrique des instincteurs aux États-Unis. Et le président de l'association des Togolais de New York, mais le gars, il est tranquille. Mais il est tranquille financièrement parce qu'aux États-Unis, par exemple, tu ne peux rien ouvrir sans que les conditions de sécurité là soient prêtes. C'est la loi qui l'exige. Et lui, il travaille tout le temps parce qu'ils ne sont pas nombreux comme société à le faire, mais tout le temps, ils sont sollicités parce que la sécurité sur le lieu du travail est exigée. Donc, vous verrez que lui, il installe les inspecteurs partout et il a des contrats partout. Ben voilà, donc c'est pour dire, bon, nous, peut-être on n'est pas encore arrivé au stade des pays comme les États-Unis où il faut traquer les gens, leur imposer des trucs, mais dans des domaines assez sensibles où il y a vraiment un risque que les gens perdent la vie ou que les gens se prennent des coups assez graves, il vaut mieux s'assurer que les conditions de sécurité soient bonnes. Avant ça, c'est vrai, je ne les dédouane pas, j'en viens. On a vu des images où des ouvriers ont perdu des membres dans des machines. Mais il n'y a pas les conditions de sécurité. Soit c'est l'imprudence, ça peut être une faute de l'ouvrier, mais ça peut être aussi une faute des machines qui ne fonctionnent pas bien, on n'a pas renouvelé les machines, les gens travaillent dans des conditions. Mais je crois que, je le disais, c'est vrai qu'on le dit, parfois on m'a dit il n'y a pas de travail, il faut travailler, mais réellement, votre vie est importante. Si vous êtes dans un service où vous savez que le travail que vous faites peut vous entraîner à la mort, réellement je crois que c'est mieux de rester à la maison en attendant de trouver mieux que d'aller, mais si c'est un travail qui ne te met pas trop en danger, bon, tu peux. Mais si vraiment, moi je serais à la place d'un ouvrier comme ça, je me dis que ça peut exploser en tant que professionnel, mais je ne le ferai pas. Je le ferai pas. Donc maintenant, il y a une faute des techniciens, il y a peut-être une faute de l'entreprise, mais là où moi je peux peut-être en prendre un peu à l'État, c'est les conditions de secours. Il faut quand même qu'on organise. La dernière fois, les sapeurs-pompiers ont dû quitter Lomé. Oui, il faut vraiment qu'on décentralise ce service de sapeurs-pompiers pour que toutes les villes, si possible, soient équipées de structures de sapeurs-pompiers parce que c'est assez important. On a vu un peu à Lomé comment on a quand même un grand nombre de sapeurs-pompiers, mais il y a des accidents où il n'y a pas de voiture parce qu'il y a plus d'une trentaine d'accidents par jour à Lomé. Si vous allez vous informer auprès des brigades de la section accidents, commissariat central et dans les gendarmeries et le commissariat d'arrondissement, il y a plus d'une trentaine d'accidents par jour et c'est des véhicules qui tournent. Il y a des moments où il y a un accident, il n'y a personne.
on les appelle, mais met du temps pour arriver. Et maintenant, ça le met où il y en a. Mais après, il y a quelques villes comme Kara, mais pour les autres villes, il n'y en a pas. Il va falloir recruter encore du personnel. Au niveau de ça. Personnel qui manque. Non, il faut d'abord recruter du personnel et équiper les gens. Mais si on a le matériel, il n'y a pas de personnel qualifié pour faire le travail. Donc, je crois qu'il faut des hommes et il faut mettre du matériel à leur disposition. Il faut décentraliser ces services-là parce que le temps que des sapeurs-pompiers quittent Lomé pour aller à Tabligo avec la route en réflexion, qu'on connaît les conditions, même si c'était même de Thierry. La dernière fois, nous on s'est amusé à. Mais vous voyez donc, je crois que là, voulu faire ça une fois. Il faut que l'État décentralise ces services-là. Pour les secours, peut-être que si les secours étaient arrivés tôt, on aurait pu sauver quelques autres personnes. On n'en sait rien. En même temps, j'ai parlé des conditions de sécurité en interne, au niveau des entreprises aussi, parce qu'il faut cela. Oui, Joël. Oui, mais Rodrigue, c'est-à-dire que quand... en fait, le drame de Tabligo suscite une réflexion profonde. C'est-à-dire que c'est un grand tribunal qui s'est ouvert tant à l'État que à nous-mêmes, citoyens togolais, de réfléchir sur la façon dont nous appréhendons l'humain. La façon dont nous appréhendons les responsabilités qui nous incombent, chacun dans sa sphère communautaire, on va dire. Voilà, dans sa sphère, aussi petite ou grande soit-elle. Parce que quand on dit qu'il y a un tram à 90 km de Lomé, on sait très bien que la route n'est pas en de bonne qualité. C'est difficile de rallier. C'est plus difficile de rallier Tabligo qui est à 90 km que par exemple à Takpamé qui est à 160 km de Lomé. C'est-à-dire en 2 heures, en 1h30, tu peux rallier à Takpamé. Pendant que Tabligo qui est à 90 km, tu le rallies en 2 heures, 3 heures de temps. On vous dit qu'il y a incendie et on mobilise des véhicules de Lomé pour aller à Tabligo. Est-ce que c'est sérieux? Soyons sincères, est-ce que c'est sérieux? Qu'est-ce qu'il peut? Puisque c'est ça qu'il y a. Non, ça veut dire qu'en amont, la réflexion, comment vous l'appelez, la responsabilité a été trop laxiste. Ceux-là qui ont autorisé à s'installer n'ont pas du tout pris en compte la vie des ouvriers qui travaillent sur le terrain, parce que vous savez très bien que les gens là, ils stockent du goudron, etc. La première des choses, c'est d'exiger qu'ils mettent en place des dispositifs de secours rapides. Est-ce que tu vois? On n'a pas exigé cela. On n'a pas trouvé cela nécessaire. Qui a laissé cela passer? Mais la personne, certainement, est à l'écoute aujourd'hui, ou celui-là qui l'a mandaté à les autoriser, il est là aujourd'hui, nous suit les autorités sur cette émission. C'est-à-dire qu'il faut formater, comme le disent les informations, il faut formater notre façon de réfléchir, notre conception du vivre en commun, notre conception même du droit de l'humain, je ne sais pas du droit de l'homme, du droit de l'humain. Le droit à la vie. À la vie. Non seulement la vie, mais au bien-être. On ne peut pas autoriser quelqu'un à installer une entreprise où on sait que le risque d'accident, le risque d'incendie est permanent, sans l'obliger à mettre en place des dispositifs de secours. Mais ce n'est pas sérieux. Si vous permettez, parce que jusque-là, on n'a pas d'idée sur la nature du contrat. Et on ne peut pas non plus dire que l'État n'a pas en fait, justement, il parlait du contrat, je voulais revenir, qu'on devait mettre le contrat sur la place publique, tout ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Heureusement, sur ce drame, les députés ont réagi, mais c'est aux députés, s'ils ne sont pas d'accord, parce que ce sont les représentants des populations, c'est de convoquer le ministère concerné, le gouvernement, pour dire, mais on veut voir clair dans ce contrat. Ça, c'est le rôle du député, puisqu'on ne peut pas mettre ce contrat à la disposition de 6 millions de Togolais. Ce n'est pas possible. Mais on peut mettre ça à la disposition de leurs représentants, qui sont des députés, qui peuvent convoquer le gouvernement pour dire, bon, on veut voir clair dans ce contrat. Mais généralement, je crois qu'il y a des institutions comme l'ITIE qui travaillent sur ce genre de contrat et qui est implanté dans notre pays, et qui fait un travail de suivi. Et une fois encore, je voudrais qu'on restitue quand même cet incident dans son cadre, parce que c'est un accident de travail. Et donc, c'est vrai, on en profite pour parler des autres conditions de travail, que ce soit au ASEM, que dans la zone franche ou dans les autres entreprises privées au Togo et tout ça. Mais il faut... ce n'est pas vraiment un problème de contrat.
Moi, je crois que vous êtes venu pour travailler sur une citerne qui contient du matériel inflammable, hautement inflammable, qui peut s'exploser. Il fallait prendre des dispositions techniques et sécuritaires. Ça n'a pas été fait. Moi, c'est ma première analyse. Maintenant, pourquoi ça n'a pas été fait? C'est là où il faut chercher les responsabilités. Ou bien ceux qui travaillent dessus ne sont pas qualifiés, soit ceux qui ont demandé le travail ont voulu qu'on ne prenne pas cette disposition-là. Si ce n'est pas pris, pourquoi est-ce qu'on... Mais là, permettez-moi, il y a peut-être un problème parce qu'on peut déjà peut-être situer les responsabilités sur ce plan-là. Moi, l'employeur qui a dépensé des moyens pour construire ça comme citerne, qu'on doit venir souder, si le technicien ne se déplace pas avec le matériel adéquat, qu'est-ce qui m'oblige à l'autoriser à le faire? Non, je dis, moi je ne suis pas enquêteur. Il faut laisser les enquêteurs travailler. On pourra, là on ne peut que spéculer pour dire, bon, ils sont venus, l'employeur était où, il n'a pas vérifié. Est-ce qu'il a des capacités techniques pour vérifier? Moi je dis mon frigo est en panne, j'appelle un frigoriste, mais le matériel qu'il l'amène, qu'est-ce que j'en sais? Je ne vais pas lui dire, mais pourquoi tu n'as pas tel instrument et tout ça, qu'est-ce que j'en sais? Mais je dis... On a besoin de culture générale. Oh, ben c'est compliqué. Si tout ce qu'on veut utiliser, on va se spécialiser. Non, c'est pour cela qu'il faut des spécialistes. Je reviens là-dessus pour dire, c'est mieux de donner son prix pour te dire, bon, je viens faire ce travail, mais je me déplace avec ça, je prends... Par exemple, il faut vider le goudron, par exemple. Mais on va le vider pour le mettre où? Je dis, mais pour moi, c'est important de le vider. Sinon, je ne peux pas travailler. Voilà. Mais si je vous dis, OK... On va essayer, peut-être que si je le fais de telle manière, on peut ne pas vider, ça va réussir. Peut-être. Mais il faut être formel. On ne peut pas faire ça si il y a du goudron, par exemple. Et je maintiens, c'est vrai, je peux perdre ce contrat. Je peux perdre de l'argent parce que je n'ai pas fait. Voilà, quelqu'un peut venir. Oui, bon, c'est parce que le drame est arrivé. Peut-être aussi qu'ils le faisaient avant et qu'il n'y avait pas ce drame. Qui sait? Peut-être qu'ils l'ont fait avant, une ou deux fois ça a marché. Donc, on n'en sait rien. Mais Rodrigue, moi, la préoccupation, je crois qu'il faut mieux circonscrire le problème. Vous croyez que les ressortissants, les populations de Yoto vont travailler à Ouassem de gaieté de cœur? C'est-à-dire, en fait, c'est là le nœud du problème. Les gens ne vont pas travailler à Ouassem de gaieté de cœur. C'est à défaut de trouver mieux. Et là, ça ramène sur le tapis le problème de la précarité. Le problème de la précarité à l'intérieur du pays, dans nos hameaux. Parce que, regardez, Tabligbo, c'est une région où, comment vous l'appelez, depuis que les populations ont abandonné le goût de la terre, il n'y a plus autre activité à faire. D'abord, il faut se demander pourquoi est-ce que les gens ont abandonné le goût de la terre. Parce que nous sommes dans la modernité, quand pendant 50 ans tu cultives la terre avec les mêmes outils, les mêmes moyens, attends, il faut être vraiment, je ne sais comment dire, il faut être vraiment fermé à l'évolution pour ne pas être lassé d'utiliser les mêmes moyens. Les gens n'ont pas plus les moyens, donc ils ne changent pas de technique culturelle, de moyens, de technologie. C'est eux-mêmes qui doivent se donner ça. Qui doit donner les moyens? Nous avons mis ça, ça de non, un entrepreneur privé ne dit pas que c'est l'État qui me donne les moyens. Jamais quand tu parlais. Je suis soudeur. J'ai souffert de te supporter, parler indéfiniment. Allez-y, c'est juste. Voilà. Bon, maintenant, Ouassem, c'est la seule, je ne sais comment dire, c'est la seule boîte qui peut t'offrir un emploi, qui peut te permettre de faire vivre ta famille. Bon, mais que tu ne veuilles pas marquer les risques, tu y vas. Ce que l'État peut faire, c'est de venir quand même sécuriser cet emploi-là. C'est soit de sécuriser cet emploi ou alors créer les conditions dans cette préfecture pour que les populations ne soient pas forcément obligées de choisir toujours Ouassem. Moi, je dis, les Allemands, ils sont allés, je suis sûr que les Allemands feront prestation à amende honorable. Mais en attendant que les Allemands viennent, que les Allemands ne s'installent, je crois que la mise en place de leur industrie, de leur structure, ça prendra un an et demi. Mais pendant cette année-là, qu'est-ce que les populations vont faire? Bon, maintenant, moi, je voudrais revenir sur les groupes de pression. Nous sommes dans un fief, dans le fief électoral d'un parti d'opposition à qui la population a toujours confié les 3 sièges lors des législatives. Nous avons vu le parti de Agboibo d'Apevon
comité d'action pour le renouveau. Le comité d'action pour le renouveau ne s'est contenté que d'un seul communiqué. Or, quand leur siège était menacé dans la même préfecture, ils ont organisé des marches de protestation. Quand on voulait refaire le découpage électoral, on voulait amputer cette préfecture d'un siège ou autre là, ils sont mis dans la rue. Mais pourquoi est-ce que quand la vie de leurs électeurs, ceux-là qui ont voté pour eux, leur vie est menacée à une reprise, leur vie est ballottée à volonté, ils ne se mettent plus dans la rue? Là, vous rejoignez finalement Germain qui a dit qu'il c'est aussi là. de prendre les non seulement Parlement, mais sur le terrain, normalement, c'est eux qui devaient être. Moi, j'ai été étonné de voir, c'est plutôt Abbas Kaboa. Il y a la CPP. Oui, la CPP, Abbas Kaboa, là, qui n'ont rien, qui n'ont, enfin, aucun, je ne sais comment dire, aucun acquis électoral dans cette préfecture, qui sont mis au devant de la marche pendant que les caristes, ils s'appellent quoi, le parti des déshérités. Les déshérités, les leaders des déshérités n'étaient même pas au rendez-vous. C'est vraiment dommage. Je crois qu'il faut éviter. Bon, la politique cherche à récupérer ce genre d'événements. Donc ce n'est pas pour les beaux yeux des employés que Abbas Kaboa et Francis Sekon et autres. Bon, Francis Sekon, moi, lui, il est de la localité. Donc, il y a une récupération politique que les gens veulent en faire. Est-ce que l'écart est allé ou pas, on n'en sait rien. Est-ce qu'ils sont allés, ils n'ont pas voulu officialiser leur démarche ou pas, on n'en sait rien. Mais je crois que il faut éviter de faire. Non, il faut éviter de faire l'amalgame entre le travail de Wassem et les électeurs. Tu as donné l'impression que c'est les électeurs du CAR qui travaillent à Wassem. Non, d'abord Wassem, pour moi, on en fait trop. Quand tu dis que c'est la seule boîte où on peut travailler, Wassem recrute combien d'employés là-bas? Moi, je connais plein de gars qui vivaient à Lomé, qui travaillent à Wassem. Mais c'est des techniciens, ce n'est pas des paysans qu'on allait prendre à Wassem. Les paysans ne sont que des ouvriers. Mais les techniciens, vous avez des ingénieurs, vous avez des gens qui sont allés à l'école, ce ne sont pas des gens qui vivent là-bas. Mais dans le retour, vous connaissez une autre entreprise que Wassem? Oui, mais d'abord, tu donnes l'impression, il y a plein de personnes recrutées de la ville pour aller travailler là-bas, qui ne sont même pas à Tabligo, même de Tabligo. Ce n'est pas forcément les natifs de Tabligo. Non, mais là, tu ne réponds, tu n'es même pas dans ma logique. Je dis, même si c'est deux de Tabligo qui sont allés, ils ne sont pas allés de gaieté de cœur. Tu es d'accord avec moi? Oui, mais parce qu'ils savent très bien que c'est une entreprise qui expose ta vie constamment. Oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai pas d'emploi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu as fait une démonstration où tu estimais que les gens quittaient la terre parce qu'il n'y a que Wassem et tout ça. Après, c'est les électeurs du CAR et tout ça. Non, je crois que ce n'est pas ça la question. Wassem recrute combien de personnes? Il y a combien de travailleurs à Tabligo? Et Wassem en recrute combien? On donne l'impression que c'est Wassem qui prend des milliers de travailleurs. Les électeurs du CAR et tout ça. Non, je crois que ce n'est pas ça la question. Wassem recrute combien de personnes? Il y a combien de travailleurs à Tabligo? Et Wassem en recrute combien? On donne l'impression que c'est Wassem qui prend des milliers de travailleurs. Non, il ne faut pas exagérer. Moi, je dis il faut situer le drame dans son cadre. Éviter une politisation à outrance, éviter de chercher des responsables en dehors des premiers responsables. On dit quand on s'en prend à l'État, maintenant on s'en prend au CAR parce que les électeurs... Non, ce n'est pas eux les responsables du drame. Le CAR n'a pas besoin d'aller là-bas. Je n'ai pas encore dit qu'ils sont responsables du drame. Oui, mais quand tes électeurs... Quand tu politises l'affaire... Les électeurs sont mis en mal. Qu'est-ce que tu fais? Mais les employés de Wassem ne sont pas les électeurs. On avait suivi quand même l'honorable Jean-Guy. Si vous permettez, on avait quand même suivi l'honorable Jean-Guy qui était sur une radio de la place où il avait annoncé quand même des mesures qui seront prises. On attend de voir. Oui, non, ce que je veux dire, en tant qu'homme politique, on peut s'intéresser à ce drame. Mais les travailleurs de Wassem, tu n'as aucune preuve que c'est des... Non, d'abord, il n'a aucune preuve que c'est des électeurs du CAR. Deux, je t'apprends qu'il y a plein de travailleurs à Wassem qui ne sont pas des autors. Moi, j'en connais, j'ai même un ami qui était à Lomé ici. Oui, mais attendez. Oui, attendez. Non, on vous a assez compris. On va essayer d'aller. En tant que journaliste, tu sais que les entreprises ont des contraintes juridiques
de recruter un certain Tout à fait. Mais quel quota? Pourquoi tu me dis alors que Vous avez besoin de techniciens, vous allez répondre des paysans de recruter dans la comme on l'a dit, je crois que comme les uns et les autres, vous l'avez souligné, nous allons laisser les enquêtes ouvertes aboutir et nous allons revenir quand le décor sera planté autour des responsabilités, analyser les tenants et les aboutissants. Ceci étant, nous allons rapidement aller vers le gouvernement que nous connaissons depuis quelques jours, germé aujourd'hui. Quand on prend le programme exposé par le gouvernement de Selom Nicolas Sou, il est revenu sur les réformes politiques à relancer. Aujourd'hui, la question est de savoir si ces réformes peuvent être opérées dans la sérénité avec l'ensemble de la classe politique et toutes les réalités qu'on leur connaît, mais dans un délai convenable. Non, je crois qu'il n'y a pas de délai. Maintenant que l'élection est passée, il n'y a pas de délai. Il suffit simplement qu'il y ait la volonté. Les réformes peuvent se faire dans une semaine. S'il y a une volonté partagée, s'ils peuvent retrouver ce consensus politique qui a manqué, les réformes peuvent se faire dans 1 mois, dans 3 mois. Donc il n'y a pas de délai. Mais je crois que le Premier ministre, ce qui est important à souligner, c'est qu'il a réaffirmé qu'il va apporter une autre dynamique. Donc pour que ces réformes aient lieu. Et on a compris un peu son agacement quand il n'a pas voulu trop revenir sur les raisons qui ont empêché ces réformes. Les raisons, nous les connaissons, c'est 2 partis qui ont bloqué les réformes. UNIR et puis l'ANC, c'est les 2 partis qui ont bloqué les réformes. Maintenant, si UNIR est disposé pour faire des réformes, s'il peut avoir l'accord des autres députés pour avoir la majorité qu'il faut pour passer à ces réformes, ça se fera. Si l'ANC, qui dans sa logique voulait empêcher Afon Yassimé d'être candidat, aujourd'hui s'est dépassé, revient aussi à la raison pour demander ce consensus, ça se fera. Mais les réformes ne se font pas seulement sur la limitation du mandat. Parce que quand on parle de réforme, tout le monde vise fort, et puis la limitation du mandat, 5 ans renouvelable. Non. Il y a le régime politique du Togo qui est assez important à réformer parce que le dernier exercice du Premier ministre devant les députés a un sens, mais n'a pas un grand sens. Parce qu'en même temps qu'il va leur présenter son programme, il n'est pas responsable devant eux. Les députés ne peuvent pas le démettre. Ils ne dépendent que du chef de l'État. Le régime dans lequel nous sommes, que certains si les députés avaient à un moment donné, par exemple, rejeté ce programme, est-ce que ce n'est pas une manière de démettre le Premier ministre? Non, la Constitution ne dit pas ça. Mais peut-être le président pourrait nommer notre Premier ministre. On pourrait garder le même Premier ministre. On serait dans une situation. Qui va continuer sans passer devant le Parlement? Oui, ce que nous disons, ça dit que notre Constitution, aujourd'hui, le régime ne ressemble pas à un régime connu. C'est vrai que ça fonctionne, il n'y a pas trop de problèmes, mais comme tu le dis, si les députés avaient rejeté, par exemple, il y aurait un problème. Qu'est-ce qui devait se faire? Notre Constitution n'a pas prévu ça. Voilà pourquoi je dis les réformes concernent aussi le régime politique qui est en principe un régime présidentiel, mais qui a des natures de régime parlementaire, régime semi-présidentiel. Il y a même un ministre qui a été amené à parler de régime semi-présidentiel tempéré, ce qui n'existe pas. Donc les réformes aussi touchent à cela et à bien d'autres choses. Donc je pense que les réformes ont pour objectif d'apporter plus de démocratie, de permettre un meilleur fonctionnement du mécanisme démocratique, de la promotion aussi des droits de l'homme. Donc je pense que le gouvernement a dit qu'il va apporter un nouveau souffle à cette dynamique-là et vu l'euphorie des élections qui est passée, je crois que tous les acteurs politiques désormais ont la tête assez froide pour se pencher sérieusement sur la question des réformes. Joël, la question elle est là. Est-ce que vous voyez la classe politique aujourd'hui aller dans ce sens-là avec beaucoup de sérénité, dans un délai convenable, qu'ils le disent? Les réformes, non, mais juste, vous savez, je suis obligé de reprendre ce que Jamel avait dit, tout dépend de la volonté. Tout dépend de la volonté. Ça me plaît que ça vienne de mon confrère quand je sais que souvent il a toujours défendu ce camp.
qui a été un des acteurs du blocage des réformes. Et quand on parle des réformes, moi je suis résolument contre le fait qu'on mette les réformes sur le thème de la limitation du mandat. Oui. Parce qu'il y a d'autres, il y a plus. On se rend compte à l'analyse face à des situations données que nous avons une constitution limitée. Ça n'a absolument rien à voir. Quand on parle des réformes, moi je dis que les réformes doivent être d'abord institutionnelles, ensuite constitutionnelles. C'est vrai parce que la constitution, elle est tellement, c'est un enchancement d'articles. On a pris celui-là. C'est-à-dire que c'est une constitution politisée. C'est une constitution politisée par intérêt, selon ce qu'il avait toiletté en 2002. On n'a pas besoin de limiter le mandat pour que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Mais quand on met en place le dispositif nécessaire pour que, par exemple, l'expression des Togolais soit respectée dans les urnes, pour que les Togolais soient conscients de l'acte qu'ils posent en votant, pour que les Togolais soient plus éclairés dans le choix, par exemple, des candidats, de tous les candidats qui leur sont soumis, ben, on n'a pas besoin de limiter le mandat. Les exemples sont légion dans le monde. De grandes démocraties n'ont pas limité le mandat. Mais vous allez voir Angela Merkel, par exemple, en Allemagne, qui a son 3e mandat. Pour le 4e mandat, les Allemands peuvent décider de le mettre à la touche, comme ils peuvent le reconduire. Nous avons eu la Suède où, par exemple, le parti a régné pendant 50 ans. Et sans que le Suédois, qu'il soit de la capitale ou de la campagne, se sente moins suédois que, par exemple, le roi lui-même. Donc, moi, je trouve que, en fait, c'est des dispositions qu'il faut mettre. Selon vous, il faut aujourd'hui poser les bases institutionnelles et constitutionnelles. Effectivement, il faut que les institutions rassurent les Togolais. Que je sache que, par exemple, si on a des problèmes dans notre bureau de vote, si c'est la Cour constitutionnelle qui doit gérer ça, ben, j'ai pas besoin de vérifier s'il est de UNI, s'il est de l'LC ou autre là, avant de porter l'affaire devant lui. Quelle que soit sa couleur politique, quelle que soient ses antécédents, je sais que devant la loi, il me dira que la loi. Au moins, ce pacte de confiance-là est là. C'est ça, en fait, les réformes. Que, par exemple, pour la Cour constitutionnelle, ceux-là, qu'on redéfinisse le mécanisme d'accès à la Cour constitutionnelle. Que la Cour constitutionnelle puisse être, par exemple, saisie directement par moi, je vois les gars qui ne sont pas d'accord sur, par exemple, une application d'un article de la Constitution. Hein? Quand on quitte de la Cour constitutionnelle, que je sache vraiment qu'il y a une Cour des comptes qui fait vraiment son travail, qui a l'obligation de m'informer sur la gestion qui est faite du bien commun. Quand, par exemple, la CENI, par exemple, je vous dis, le code électoral dont on dispose aujourd'hui, le code électoral, par exemple, le code électoral a été violé à volonté durant tout le processus électoral. On a sorti des gens de la CENI. On les a remplacés. Ceux qu'on est venu remplacer avaient prêté serment devant, devant le constitutionnel, sont passés par le Parlement les a élus. Mais ceux qui sont allés les remplacer ne sont pas allés passer devant le Parlement. Quand vous voyez, par exemple, dans un bureau de vote où on n'est pas d'accord sur le procès verbal, excusez-moi, le temps est parti. Laisse-moi terminer, s'il te plaît, dans quelques secondes. On n'est pas d'accord sur le procès verbal. Il y a des réserves. Quel traitement est fait de ces réserves-là? Qui fait le traitement? Est-ce qu'il faut attendre aller jusqu'à la Cour constitutionnelle? Ou bien on dote la CENI des compétences pour régler quand même les différences, les divergences qu'il y a sur le procès verbal? Voilà autant de choses qu'il faut mettre en place pour que nos textes soient suffisamment forts pour qu'on n'ait pas à aller à venir aux empoignades comme on a connu à la CENI, etc. Pour régler le moindre problème. Très bien, vous avez compris. Malheureusement, on ne peut plus aller loin. On va donner l'opportunité à Germain en 2 mots. Non, rien à dire si ce n'est que demander au gouvernement qui connaît les défis, donc qui l'attendent, qui a promis d'appliquer les promesses électorales du chef de l'État qui a été élu par une bonne majorité de Togolais, donc de passer à l'action. Beaucoup de chantiers donc attendent. Voilà. Merci donc à nos invités, Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil, et puis Joël Ega de la Fraternité. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Comme nous le disons toujours, il est très important de faire du bien dans cette vie, puisque si vous le faites, c'est pour vous. Si vous faites le mal, c'est également pour vous. Et par conséquent,
le bien vous accompagne et vous garantit de meilleurs derniers jours radieux sur la terre. Bien de choses, bonne journée, au revoir.